Mais comme je vous l'indiquais, en 91, donc la relation bascule et le premier événement qui le montre est l'un des épisodes les plus étranges, mystérieux, je trouve, de la Révolution française, qui est la journée ou l'affaire des poignards, du poignard. Vous trouvez un petit peu toutes les dénominations. Un bruit court dans Paris que voilà, le roi pourrait être en danger et plusieurs centaines de gentilshommes se rassemblent sans être guère armés, hein, juste ils viennent d'eux-mêmes au palais des Tuileries. Mais leur rassemblement attire l'attention de la Commune de Paris et des gardes nationaux. Donc, qui pénètrent dans le palais, et donc il y a quelques échauffourées. Je vous présente ici voilà, l'un des très beaux dessins de Jean-Louis Prieur, qui fait vraiment œuvre presque de dessin d'actualité. Et pour les différents événements, je vais me focaliser à chaque fois, au-delà de toutes les estampes et images d'Épinal, sur les dessins de Jean-Louis Prieur. Donc là, il vous représente le grand escalier d'honneur des Tuileries, dû à Levaux. Et il représente voilà, les combats qui ont eu lieu entre les gentilshommes présents et ceux qui ont été désarmés ne portaient que des poignards, d'où le nom Journée des poignards, et la garde nationale. Et c'est Louis XVI qui a demandé voilà, que tous se retirent et cessent le combat. Mais c'est une alerte assez importante voilà, pour la famille royale, qui se double d'une autre alerte, puisque le 17 avril 1791 est le jour des rameaux. Et la messe est célébrée, la messe des rameaux, par un prêtre réfractaire, donc qui n'a pas prêté serment devant la conscience civile du clergé. Ce qui crée une certaine émotion populaire. Or, le lendemain, le lundi de la Semaine Sainte, la famille royale souhaite quitter les Tuileries pour rejoindre Saint-Cloud, pour faire ses Pâques, comme il l'avait fait l'année précédente, librement, et avec un clergé qui leur convient. La famille royale est bloquée pendant 2 heures dans la cour des Tuileries, par la foule présente qui les empêche de partir, qui coupe 3 fois de suite les harnais des chevaux. Lafayette est présent, le maire de Paris, Pétion, est présent, n'arrive pas à calmer la foule et à laisser partir la famille royale, qui n'a qu'une seule solution, rejoindre ses appartements. Et à partir de là, Louis XVI se considère comme étant vraiment prisonnier et accepte pleinement les projets prévus d'évasion. Et c'est donc la fuite à Varennes. Si je la relate, nous y serions encore demain pour les moindres détails. Juste comme une fois, voilà, on a un plan, on va dire, en 3 dimensions, si on peut dire, qui permet de comprendre un peu mieux les choses. Donc juste vous dire que la berline préparée par Fersen donc, arrive à la nuit tombée ici, dans la cour des Princes, ce qui permet aux enfants royaux et à Madame Elisabeth de monter dans la berline, qui à ce moment-là quitte la cour des Princes, passe par la place du Carrousel et se rend ici, rue de l'Échelle, pour attendre des arrivées successives de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle, voilà, ne connaît très mal la géographie du quartier, commence par se tromper en partant du côté du Pont-Royal, avant de pouvoir retrouver son chemin et rejoindre la rue de l'Échelle. Louis XVI, lui, est très serein, quitte le palais après son coucher officiel public. Il traverse la cour des Princes, puis la place du Carrousel, où il prend le temps, dit-on, de reboucler la boucle de son soulier, avant de rejoindre la rue de l'Échelle. L'évasion en elle-même se passe très bien, puisqu'il se trouve qu'au rez-de-chaussée, sous le grand appartement du roi, se trouve l'appartement du duc de Villequier, qui est l'un des premiers gentilshommes de la Chambre, et il était parti en émigration quelques semaines auparavant. L'appartement était vide. Or, son appartement donnait sur un petit perron, donnant dans la cour des Princes. Et son appartement communiquait avec des pièces relevant d'une dame d'honneur de Marie-Antoinette. Et ces pièces de la dame d'honneur donnaient sur l'appartement privé de Marie-Antoinette, ce qui permettait de simplifier la sortie de la famille royale. Néanmoins, voilà, 5 jours plus tard, comme vous le savez, la famille royale revient, comme le 6 octobre 1789, par la place Louis XV, mais cette fois-ci, ils ne vont pas à l'hôtel de ville et reviennent par l'intérieur. Non, ils passent par les jardins. Vous les voyez ici entrer au niveau de l'entrée ouest du jardin des Tuileries, à l'emplacement de ce que j'évoquais tout à l'heure, le pont tournant, dans une atmosphère que les mémorialistes nous indiquent comme étant, suivant les niveaux où ils se trouvent de leur trajet, une atmosphère de plomb, haineuse, silencieuse. En tout cas, il n'y a jamais, bien sûr, de vive le roi, vive la reine, et cela jusqu'au perron du palais des Tuileries. Donc, un autre événement très important, 14 septembre 1791, quand Louis XVI se rend dans la salle du manège pour accepter officiellement la Constitution de la France. Le 20 juin 1792 a lieu la journée des sans-culottes, qui est une journée dont la date n'est pas incidente. Nous sommes pile 1 an après la fuite à Varennes, et c'est la première invasion du palais des Tuileries, souvent oubliée. On pense toujours au 10 août 1792. Mais là, déjà, vous avez un rassemblement voilà, de fédérés, de sans-culottes, d'éléments de la Commune de Paris, des sections,
qui arrivent de tous les côtés, aussi bien par le jardin des Tuileries que par les différentes ruelles du quartier du Louvre, avec des pièces de canon également, qui mettent en joue le palais des Tuileries, qui parviennent à enfoncer les grilles. Louis XVI n'a pas donné l'ordre de tirer, ce qui permet à la foule de passer dans le vestibule d'honneur, comme vous le voyez ici à l'écran, de grimper l'escalier Levau et de rejoindre l'appartement du roi, où il trouve dans un premier temps Louis XVI avec Madame Élisabeth, qui a décidé de se faire passer, comme vous le savez, pour Marie-Antoinette. Et cette identité est révélée par un chambellan au moment où certains sans-culottes commencent à évoquer verbalement le fait de venir embrocher la reine, donc Madame Élisabeth. Donc, ce qui a amené aussi à beaucoup d'images d'Épinal autour du dévouement bien connu de Madame Élisabeth. Cet épisode est aussi bien connu, puisque c'est le moment où Louis XVI va arriver à calmer la foule en arborant le bonnet phrygien sommet de la cocarde tricolore et en trinquant à la santé de la nation. Néanmoins, la foule ne veut pas se retirer par l'escalier principal, mais de continuer sa déambulation dans la distribution des grands appartements du roi et tombe dans la pièce suivante sur Marie-Antoinette et les enfants royaux. Depuis, la foule est décalmée, mais va défiler pendant plusieurs heures devant tous les membres de la famille royale pour redescendre par l'escalier de la reine qui donne dans la cour des princes. Et puis, la foule se dissémine dans l'ensemble ensuite du quartier. Donc là, il y a une réelle conscience du danger, un danger fatal. Les mémorialistes l'assurent, la famille royale a conscience que tout se terminera négativement pour eux. La question est celle du calendrier et de la sorte. Les restrictions s'accroissent, le danger de même, à tel point que je vous rappelle que Marie-Antoinette dort au rez-de-chaussée. Elle décide, fin juillet, de monter à l'étage et de dormir pour plus de sécurité avec ses enfants à côté de Louis XVI. Donc, les événements du 10 août 1792 commencent en fait dès le 9 août avec beaucoup de tocsins, le rassemblement des sections parisiennes, des fédérés, la défection de bon nombre de gardes nationaux. Et Louis XVI se retrouve avec, pour assurer la défense de son palais, 400 gardes nationaux et 900 Suisses qui sont présents et fidèles jusqu'au bout. Néanmoins, les tensions s'accroissent puisque vous avez la foule qui se masse, notamment du côté de la place du Carrousel. Et le 10 août, très tôt, il est convenu que la défense du palais des Tuileries n'est pas possible. Donc à ce moment-là, la famille royale quitte le palais des Tuileries. On ne sait pas avec précision s'ils sortent par le vestibule central ou s'ils sortent par l'appartement vide de Madame Adélaïde, qui est au rez-de-chaussée du pavillon de Marsan. Et s'ils rejoignent la salle du manège, où se trouve l'Assemblée, pour recevoir sa protection, s'ils passent par le manège extérieur, par la terrasse ici des Feuillants, ou si sortant par le vestibule central du palais des Tuileries, ils coupent en diagonale à travers les parterres pour rejoindre la salle du manège. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de 36 000 chemins possibles, et ils gagnent la salle du manège. Néanmoins, il y a plusieurs mouvements de foule qui ont lieu aux abords des Tuileries. À un moment donné, les émeutiers vont arriver à enfoncer les grilles des Tuileries, rentrer dans le vestibule, et c'est là où un officier donnera l'ordre de tirer à ceux qui commencent à monter l'escalier. Et c'est là que commence vraiment, à proprement dit, la prise des Tuileries, prise sanglante, puisque la quasi-intégralité des Suisses présents sont passés par les armes, les courtisans et les domestiques encore présents jusque dans les combles d'eux-mêmes. Et on estime qu'il y a ce jour-là environ 1000 décès, 700 du côté de la défense et 300 du côté des attaquants. Donc je vous présente cet habit de garde suisse qui est bien connu, qui date bien sûr de ces années exactement et qui permet de comprendre aussi l'humanité derrière tous ces hommes qui, n'étant pas français, ont respecté jusqu'au bout leur serment de servir la personne du roi de France. Je ne peux que vous présenter ce tableau de Berthaud qui représente l'attaque des Tuileries. Et nous sommes dans la cour royale, donc la cour centrale. Vous avez derrière, vous voyez des différents baraquements, la cour des Suisses qui est déjà en train de brûler. Et un autre exemple, cette fois un dessin toujours de Jean-Louis Prieur qui représente cette attaque avec l'arrivée successive des canons. Donc le palais est bien sûr pillé.
Suivant les sources, on a l'impression qu'il n'a pas été pillé de fond en comble, puisque des inventaires ont été possibles pour certains espaces du palais, hein, sans indiquer que tout est brisé, alors que des témoins qui étaient sur place ont bien indiqué avoir vu des vitres brisées, des tableaux percés, des espaces avec des buts d'incendie, de saccage. Donc, suivant les espaces du palais, des choses différentes ont dû se produire. Je ne peux que vous montrer ce billet bien connu, le dernier ordre de Louis XVI, où le roi ordonne aux Suisses de déposer à l'instant leurs armes et de se retirer dans leur caserne. Donc leur caserne brûlait déjà, et on ne sait pas si l'ordre était jusqu'à quel niveau. Est-ce qu'il est exactement, en tout cas, arrivé. Et donc pour terminer, cette plume de François Gérard, une œuvre qui est très forte par son dynamisme et l'intensité des mouvements. Donc nous sommes dans la salle du manège, donc dans la salle de l'Assemblée nationale législative. La famille royale est ici, enfermée dans la loge du logographe, donc le fonctionnaire chargé de prendre en note le verbatim des séances. Ils vont rester ici tout en dormant au couvent des Feuillants, durant 3 jours, avant de rejoindre la prison du Temple. Mais c'est donc un tout autre chapitre de tout cela. Je ne peux que conclure sur 2 aspects. Le premier, on va dire à niveau humain, la seule personne de toute cette histoire qui reviendra est bien sûr Madame Royale, Marie-Thérèse, la fille aînée, qui reviendra en 1814 avec son oncle Louis XVIII. Et les mémorialistes témoignent tous du malaise profond qu'elle a connu en arrivant au palais, en traversant le jardin et en montant les marches du perron du vestibule, puisqu'elle, là, pour le coup, on sait qu'elle est bien rentrée à ce moment-là par le vestibule central et que sa physionomie générale, au-delà de souvent des images d'Épinal qui sont associées à sa personnalité, montrait le profond malaise qui émanait de sa personne. Mais également que ces 3 années de vie des Tuileries sont fondamentales, puisque les Tuileries, qui étaient vraiment considérées comme un palais royal de Catherine de Médicis, Henri IV, Louis XIV, ont connu après la Régence une période un petit peu intermédiaire de 1722 à 1789, avec ses locations multiples, l'installation d'institutions culturelles, je ne l'ai pas évoqué, mais le concert spirituel était présent, plusieurs troupes de théâtre, un lieu parfois un peu interlope, fonctionnant avec le jardin. C'était un palais qui avait besoin de retrouver une identité, d'où aussi tous les projets architecturaux qu'il y avait déjà sous l'Ancien Régime, en lien avec la création du musée du Louvre. En fait, avec ces 3 années, où vraiment le palais a été réorganisé pour devenir palais royal, ce n'est pas un hasard si c'est là que la Convention va venir s'installer, que tous les régimes vont aussi succéder jusqu'en 1870, et que ce lieu va aussi, comme toutes ces émeutes révolutionnaires que je viens d'évoquer, va aussi rythmer toutes ces années-là. Avec, bien sûr, on a tous en tête 1830, 1848, la Commune et l'incendie final du palais des Tuileries, que finalement le palais retrouve son identité grâce aux 3 premières années de la Révolution française, mais avec cette intensité politique et dramatique qu'on retrouve à chacune des phases du pouvoir exécutif au XIXe siècle. Voilà, je vous remercie.